Ok, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la série qualificative qui va opposer les Prédateurs de Nashville aux Coyotes de l'Arizona. Et là, d'entrée de jeu, je veux que les choses soient claires, even though que je suis un partisan des Coyotes. Sachez que si ça avait été une saison qui aurait été une saison normale, c'est-à-dire que si on avait fini la saison régulière puis qu'on avait commencé les séries éliminatoires tout de suite après, j'aurais mis favori les Prédateurs. Parce qu'en fin d'année, les Coyotes, ça l'allait pas bien. Plus que ça l'allait, plus que les Coyotes descendaient au classement, plus que les Prédateurs montaient au classement. Alors, c'est la raison pour laquelle, si ça avait été une saison normale, j'aurais misé sur les Prédateurs de Nashville. Mais vu que là, c'est pas une saison normale, donc il y a eu une très longue pause entre le moment où la saison a été arrêtée puis le moment où les phases qualificatives vont commencer, c'est ce qui m'amène à dire que je vais faire une évaluation basée sur les statistiques de saison régulière et non sur la séquence. Alors que normalement, je suis un partisan de séquence. Alors, j'ai opté pour y aller avec une prédiction qui va y aller en faveur des Coyotes. Mais c'est pas une question de c'est mon équipe préférée, c'est vraiment, je vais vous expliquer là pourquoi exactement. Donc, en saison régulière, les Coyotes et les Prédateurs se sont affrontés uniquement 2 fois, et les 2 fois, c'est les équipes à domicile qui ont gagné. Donc, le 17 octobre, les Coyotes recevaient les Prédateurs, ils ont gagné 5-2. Puis le 23 décembre, les Prédateurs recevaient les Coyotes et les Prédateurs ont gagné 3-2. Les Prédateurs ont fini 6e dans l'Ouest, les Coyotes ont fini 11e dans l'Ouest, mais c'était super serré dans l'Ouest, honnêtement. Si vous regardez les Prédateurs en 69 matchs, 78 points, les Coyotes en 70 matchs, 74 points. Donc on était très très proche au niveau du classement, mais ça n'allait pas très bien du côté des Coyotes. Plus que ça l'allait, plus qu'ils baissaient au niveau du classement. Fait que bref, c'est une équipe qui peut avoir changé avec la pause. En tout cas, moi je le souhaite en tant que partisan des Coyotes, mais sinon c'est une équipe qui peut avoir changé avec la pause. Puis pour les Prédateurs, ça n'a pas vraiment nécessairement été une saison à la hauteur des attentes qu'on avait de cette équipe-là. Les Prédateurs qui ont probablement une des défensives les plus offensives de toute la ligue, donc une défensive qui est tout le temps en mouvement. Si vous avez regardé ma vidéo concernant les Oilers, je disais les défenseurs sont tout le temps en mouvement. Les Prédateurs, ils sont en mouvement, ils sont efficaces aussi, ce qui n'est pas toujours le cas avec la défensive des Oilers, qui bouge beaucoup, mais qui n'est pas nécessairement efficace. Donc la défensive des Prédateurs est une défensive qui est quand même redoutable. Par contre, on a eu des déceptions au niveau de l'attaque. Du côté des Coyotes, c'est un problème année après année. On marque pas beaucoup de buts. Fait que là, on a fait l'addition de Taylor Hall qui peut être vraiment un game changer. Ça, on verra ça en temps et lieu. Alors, pour ce qui est de la saison régulière, les Prédateurs, c'est 69 matchs, 35 victoires, 26 défaites, 8 défaites en prolongation, 78 points. Une moyenne de buts marqués par match de 3,07, ce qui est bien. C'est la meilleure moyenne par opposition. Les Coyotes, eux, en 70 matchs, 33 victoires, 29 défaites, 8 défaites en prolongation, 74 points. Une moyenne de buts marqués à 2,71 par opposition à 3,07. 3,07 c'est bien, 2,71 c'est relativement faible. Une moyenne de buts accordés de 3,10 pour les Prédateurs, 2,61 pour les Coyotes. Et c'est là où le bas blesse selon moi parce que à 2,61 c'est quand même très bon au niveau des buts accordés. Alors les Coyotes est une équipe qui de manière générale a relativement bien fait sur un point de vue défensif. C'est des matchs qui ont été souvent à bas pointage pendant la saison régulière, mais c'est une équipe aussi qui a de la difficulté à marquer des buts, alors que du côté des Prédateurs, on a plus de facilité à marquer des buts, mais on encaisse pas mal plus aussi. Par contre, il y a un point qui va être peut-être intéressant. On va y revenir avec les gardiens. L'avantage numérique des Prédateurs, 17,3% par opposition à l'avantage des Coyotes, 19,2%. Ni un ni l'autre est exceptionnel, mais léger avantage aux Coyotes ici. Le désavantage numérique, 76,1% pour les Prédateurs, 82,7% pour les Coyotes. Fait qu'honnêtement, le désavantage numérique est à l'avantage des Coyotes. Donc, de manière générale, les Coyotes ont mieux joué défensivement. Il y a beaucoup à donner aussi au standing des gardiens. C'est une équipe qui, au niveau défensif, est solide. Est-ce que l'attaque à 3,07 versus 2,71, l'attaque va être suffisamment forte pour renverser la vapeur des Prédateurs? C'est fort possible. Parce que la brigade défensive des Prédateurs est beaucoup plus intéressante que la brigade défensive des Coyotes. Les attaquants, il y a des déceptions, puis il y a des... En tout cas, c'est pas des très très hauts pointeurs, ni d'un bord ni de l'autre. Pour moi, l'attaque est quand même assez similaire. Et au niveau des gardiens de but, j'y vais avec un avantage pour les Coyotes. Donc, au niveau des attaquants, les 5 meilleurs attaquants des Prédateurs cette année, c'est sûr que Forsberg était le meilleur attaquant, mais encore là, je pense que j'ai inversé. Hein? Non, je me suis juste trompé ici. 29, 39, 40, 41, 42. Excusez-moi pour l'erreur. Alors, Forsberg qui en 63 matchs a 21 buts, 27 passes, 48 points, moins 7. Duchesne en 66 matchs, il a 13 buts, 29 passes, 42 points, moins 4. C'est une déception, Duchesne, honnêtement. C'était une signature en qui on croyait beaucoup, puis finalement, c'est
pas vraiment ça qui va se passer. Le meilleur pointeur étant Forsberg. Du côté des Coyotes, le meilleur pointeur étant Taylor Hall, qui n'a pas joué la saison au complet avec les Coyotes. Taylor Hall, en 65 matchs, il a 16 buts, 36 passes, 52 points, moins 14. 52 points par opposition à 48, on est quand même relativement proche. Par la suite, on tombe avec Nick Schmaltz, qui lui, en 70 matchs, il a 45 points. Avec 42 points, on est encore une fois relativement proche. Là, par la suite, en termes de troisième pointeur, on a Ryan Johansson, 68 matchs, il a 36 points, moins 5. Du côté des Coyotes, on a Clayton Keller qui a 70 matchs, il a 44 points, moins 6. Léger avantage du côté des Coyotes. Par la suite, ça reste un léger avantage. Bonino en 67 matchs, 35 points, plus 17, ça c'est intéressant. Du côté des Coyotes, Connor Garland en 68 matchs, 39 points, plus 1. Et par la suite, Jar Krok, qui en 64 matchs, il a 34 points, plus 4. Alors que Christian Dvorak, en 70 matchs, il a 38 points, plus 6. Fait qu'au niveau de l'attaque, c'est quand même assez similaire, comme je vous avais mentionné. Il n'y a pas vraiment qui que ce soit qui se démarque, ni d'un bord ni de l'autre. Mais le meilleur pointeur, Forsberg, le meilleur pointeur, Taylor Hall. Fait que les gars à surveiller au niveau de l'attaque, ça devrait être eux autres. Voir si Duchesne peut se réveiller, j'en doute, mais quand même, s'il peut se réveiller, ça pourrait être vraiment très intéressant. Au niveau des défenseurs, c'est là où vraiment on se démarque beaucoup. C'est grâce à Roman Josi. Roman Josi qui est probablement le meilleur joueur, disons qu'on fait un overall de tous ses talents au niveau des Prédateurs de Nashville. Roman Josi, en 69 matchs, il a 65 points. C'est vraiment très bon. Un différentiel plus-moins de plus 22. C'est vraiment excellent. Overall, dans tous les défenseurs, Roman Josi est de loin le meilleur défenseur. Par la suite, on tombe dans des gammes un petit peu plus normales, mettons. Ryan Ellis qui, lui, en 49 matchs, 38 points, ce qui est quand même très bon. Plus 16. Du côté des Coyotes, Goligoski qui est le meilleur défenseur, mais pas de très loin, en tout cas. En 70 matchs, il a 32 points, plus 8. Par la suite, c'est Ekman Larsson qui, en 66 matchs, a 30 points, moins 3. Fait que c'est quand même un avantage assez notable là, pour les Prédateurs au niveau des deux meilleurs défenseurs. Par la suite, on a Ekholm du côté des Prédateurs en 68 matchs, il a 33 points moins 1. Chichern en 63 matchs, il a 26 points plus 4. Fabro qui en 64 points a 11, en 64 matchs, il a 11 points moins 7. Et Osterley qui en 58 matchs, il a 13 points moins 9. Fait qu'au niveau des défenseurs, je donnerais l'avantage aux Prédateurs de Nashville parce que je pense quand même qu'avec Roman Josi, Ellis et Ekholm, tu as un meilleur top 3 que tu vas avoir en Goligoski, Ekman Larsson, Chichern et Osterley. Par contre, tu as un top 4 ici qui est quand même relativement assez intelligent défensivement, mais c'est pas un top 4 qui est physiquement très fort, mais qui est intelligent défensivement. Du côté ici des Prédateurs, ben c'est sûr que Roman Josi est un défenseur élite. Roman Ellis est intelligent défensivement, Ekholm aussi est quand même pas mauvais défensivement. Donc, niveau des défenseurs, je donnerais l'avantage aux Prédateurs. Mais là, après ça, quand on tombe avec les gardiens de but, ben, cette année, Saros a été le meilleur gardien des Prédateurs qui, en 40 matchs, 2.70, 914. C'est très bon, 914. Mais c'est une équipe qui a accordé trop de buts de manière générale. De l'autre côté, Antti Raanta a été le gardien de but partant un peu par défaut parce qu'il y a eu une blessure à long terme pour Darcy Kuemper. En 33 matchs, Raanta, il a 2.63, 921. Quand tu tombes dans les 920, c'est parce que tu es quand même assez solide. Rinne, cette année, 36 matchs, 3.17, 895. Très décevant comme saison. Et c'est ça qui peut peut-être modifier un petit peu la donne en faveur des Prédateurs, c'est si Saros reste solide en qualification, ça peut leur donner une chance de gagner. Alors que Rinne, même s'il a de l'expérience, c'est peut-être pas idéal de le mettre devant les buts parce qu'il n'y a pas eu une saison excellente cette année. Puis semble-t-il d'ailleurs qu'il est frustré de l'utilisation qu'il a en ce moment. Fait que c'est peut-être pas le meilleur choix pour les Prédateurs à mettre devant les buts. Du côté des Coyotes, Darcy Kuemper en 29 matchs, il a 2.22, 928 d'efficacité. C'est la raison pour laquelle dans les notes, j'ai mis le retour de Kuemper ici parce que Kuemper est encore... en fait, officiellement, il est sur la liste des blessés, je pense. Là. Il me semble qu'ils ne l'ont pas encore enlevé, mais il patine, puis c'est sûr qu'il va faire partie des qualifications. Fait que Darcy Kuemper, quand il est là, l'équipe joue plus solidement défensivement et je ne sais pas vraiment pourquoi. Il y a comme un aura alentour de lui. Alors, le fait d'avoir ajouté, parce que là, il était blessé depuis longtemps, Darcy Kuemper, le fait d'avoir ajouté un talent offensif comme Taylor Hall, puis le retour de Kuemper, selon moi, ça peut être très intéressant. Ça peut être un spark plug intéressant pour cette équipe-là. C'est une équipe qui a déjà montré qu'il est capable de jouer ensemble défensivement solidement. C'est la raison pour laquelle moi je donne un avantage aux Coyotes, alors que de l'autre côté, les Prédateurs, actuellement, les Prédateurs n'ont aucun blessé sur la liste des blessés, alors que les Coyotes, eux autres, sauf erreur de ma part, il me semble que Kuemper est encore là. Chichern est encore sur la liste des blessés, puis bien sûr, Marian a ça, que lui, je veux dire, il finit sa carrière, là. Mais dans le cas de Chichern, il a patiné, fait que peut-être qu'il va faire, en tout cas, selon ce que j'ai vu, il devrait faire partie des qualifications lui aussi, fait qu'il ne devrait pas avoir de blessés pour la phase qualificative entre ces deux équipes-là.
Et je pense honnêtement que si Darcy Kemper est solide comme il a été en début de saison, il a joué pour un peu plus que 500, là, je me souviens plus, peut-être 560 ou 5... il me semble que c'est 560 ou 565, quelque chose comme ça. Fait que, honnêtement, Kemper n'a pas été nécessairement un gardien qui a été le plus dominant, mais il a été quand même suffisamment dominant pour sécuriser le reste de l'équipe. Alors, d'ajouter Kemper qui revient de sa blessure et Taylor Hall, je pense que ça peut être intéressant. Du côté des Prédateurs de Nashville, ben, si jamais Matt Duchene se réveille puis qu'il est à la hauteur des attentes qu'on a de lui, ça peut être une équipe qui pourrait être très menaçante parce que leur brigade défensive est très solide et elle porte beaucoup à l'attaque puis elle est intelligente. Puis si leur attaque réussit à performer un peu plus en plus, puis ébranler le jeu défensif des Coyotes, cette équipe-là offensivement est peut-être plus intéressante. Pas peut-être, cette équipe-là offensivement peut être plus intéressante que les Coyotes. Juste avec leur meilleur pointeur, 65 points en 69 matchs pour Roman Jussi, on parle d'un défenseur qui a pas loin d'un point par match. Il joue pour plus 22, alors que de l'autre côté, Taylor Hall, en 65 matchs, il a 52 points, donc il n'a même pas un point par match. Alors ça, c'est mon opinion à moi. D'après moi, ça devrait être une série qui, si elle va à l'avantage des Coyotes, devrait garder des pointages relativement bas. Si elle va à l'avantage des Prédateurs, relativement haut. D'après moi, les Coyotes devraient remporter cette série-là. Maintenant, quelle est votre opinion à vous? D'après vous, laquelle de ces deux équipes-là devrait remporter la série qui va opposer les Prédateurs de Nashville, 6e dans l'Ouest, aux Coyotes de l'Arizona, 11e dans l'Ouest? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Maintenant, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour savoir quand je vais mettre un autre preview de série. Ça va venir, je vais faire toutes les différentes séries pour la phase qualificative. Fait que, n'oubliez pas, on s'abonne, on active la petite cloche, puis on revient pour les prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, on y fait un petit j'aime. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, hockey_fan_514. Ça va me faire plaisir de pouvoir jaser un petit peu avec vous sur toutes les plateformes que vous avez envie. Ça me dérange pas. Ça me fait plaisir de jaser de hockey. Finalement, ça revient. Fait que je suis bien content. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez envie de partager la vidéo, ben allez-y, on va jaser de hockey avec plus de monde. Ça serait vraiment cool. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci bien gros. Ciao, bye.